Donc, je vous présente le dernier intervenant de l'après-midi, qui est donc Jean-Marie Jaconneau, qui est maître de conférence en musicologie à l'Université d'Aix-Marseille, à Aix-en-Provence, laboratoire LESA. Ses travaux dans les champs de la sociologie de la musique et de la sémiotique musicale ont été consacrés à la musique russe et à Moussorgsky en particulier, mais aussi aux musiques populaires modernes, chansons et rap. Il a été le co-organisateur du colloque Thomasy et la Méditerranée de 2013 et il a ensuite co-dirigé avec Lionel Pons les actes de ce colloque dont on a parlé tout à l'heure, donc Henri Thomasy du lyrisme méditerranéen à la conscience révoltée, paru en 2015, ou 2016 plutôt je crois. Donc on va l'entendre tout de suite dans une communication intitulée Chant pour le Vietnam, 1968, une œuvre politique, point d'interrogation. Bonjour à tous et à toutes, et je vais tout de suite présenter ma communication Chant pour le Vietnam, une œuvre politique. Alors je l'agrandis. Donc, Chant pour le Vietnam est une œuvre des dernières œuvres d'Henri Thomasy. C'est une pièce pour orchestre composée en 1967 et 1968. Et elle fait partie des œuvres engagées du compositeur qui a écrit à la même période la symphonie du Tiers-Monde ou le concerto de guitare à la mémoire de Federico García Lorca. Elle a été créée en 1969, mais elle a été très peu interprétée depuis. Et c'est une question. Pourquoi cette œuvre qui est intéressante, qui est assez originale, a-t-elle été si peu exécutée? Est-ce en raison de son sujet, de sa complexité musicale ou de sa nature politique? Et s'il y a une nature politique, eh bien, quelle est-elle? Chant pour le Vietnam, apparemment, c'est une œuvre politique. Thomasy prend le parti des insurgés du Vietnam du Sud et du régime du Vietnam du Nord contre l'intervention militaire américaine. Et la signification semble absolument évidente. Pourtant, on peut interroger cette dimension politique, et encore une fois, elle ne repose pas sur le thème de l'œuvre, mais elle repose aussi sur le traitement musical. Elle repose aussi non seulement sur la musique elle-même, mais sur les conditions d'interprétation, de production, de diffusion et de réception de cette œuvre-là. Et par qui? Par quel public? C'est une question qui se pose pour cette œuvre extrêmement politique, en apparence. Et il faut se demander, par exemple, alors qu'elle est composée en 1968, pourquoi elle n'est pas devenue une œuvre emblématique de la lutte des Vietnamiens dans les années 70 et des militants contre la guerre du Vietnam. Et on peut finalement se poser une autre question, se demander si Chant pour le Vietnam ne relève pas d'autres préoccupations du compositeur au-delà de son engagement. En fait, Chant pour le Vietnam ne se réduit pas à son objet, c'est-à-dire la volonté de manifester un soutien à la lutte des insurgés sud-vietnamiens et surtout une protestation contre les bombardements américains. En fait, il s'agit aussi, peut-être, et même certainement, d'autres choses que nous allons essayer d'expliquer, quelque chose qui va au-delà de la simple vision politique. Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs du colloque, l'association Henri Thomasy et bien sûr Claude Thomasy, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Alors, je ne sais pas si on voit bien mon écran entièrement, s'il n'est pas coupé. Bien. Alors, première chose, il faut revenir sur la guerre du Vietnam et les années de protestation pour bien comprendre ce dont il s'agit, parce que ça va générer l'œuvre. On a du mal, 50 ans après les événements, à imaginer le poids de la guerre du Vietnam dans la vie politique française et dans l'actualité mondiale dans les années 1960. Rappelons en bref ce qui se passe, c'est que la colonisation française se termine en 1954 après la défaite de Dien Bien Phu, et en juillet 1954 sont signés les accords de Genève qui donnent lieu à deux zones provisoires
au nord et au sud, et qui instaure la possibilité d'un référendum en 1956 pour la réunification du pays. Sauf que un régime communiste s'installe au nord et un régime lié aux Américains s'installe au sud. Et ce régime lié aux Américains devient très vite dictatorial, génère des oppositions, et à partir de 1955, ce sont des oppositions armées. Et les premiers maquis se forment en 1955, et aussitôt, le gouvernement sud-vietnamien appelle à l'aide les États-Unis, qui envoient d'abord des conseillers militaires dans le pays. Les États-Unis interviennent directement à partir de 1964 contre les maquisards sud-vietnamiens et surtout contre leur soutien, c'est-à-dire le régime de Vietnam du Nord. Ils s'attaquent donc au FNL au sud et bombardent directement le Vietnam du Nord. Et ce rappel est important parce qu'il va conditionner l'existence de l'œuvre. Bon. Ils bombardent, on le voit tout ce qui est au nord, qui est figuré par donc ces petites astérix jeunes, mais aussi la piste qui, dans la jungle, relie le Vietnam du Nord au Vietnam du Sud, aux zones insurgées du Sud, qu'on appelle la piste Ho Chi Minh, du nom du dirigeant nord-vietnamien. Et les Américains décident de bombarder massivement, puisqu'ils déverseront au total près de 7 millions de bombes, soit 3 fois plus que le total des bombes qu'ils ont déversées pendant la Seconde Guerre mondiale sur les différents terrains militaires. Et il y a un déséquilibre frappant des forces entre la puissance nord-américaine et l'armée sud-vietnamienne et la faiblesse relative, en hommes en tout cas, de l'armée nord-vietnamienne et des maquisards sud-vietnamiens. Alors la guerre est terrible, elle dure des années, les bombardements commencent en 1965 et l'intervention américaine devient directe aussi par le débarquement de soldats américains en 1965 aux États-Unis, de Marines, et le contingent américain va comprendre 500 000 hommes au total en 1969. Et malheureusement pour les Américains, la résistance ne faiblit pas, et malgré les bombardements qui sont des bombardements évidemment avec des bombes classiques, mais aussi le bombardement au napalm et les bombardements aux pesticides. Les Américains déversent des défoliants qui vont évidemment avoir des effets néfastes, comme tous les autres armements, sur la population civile pendant des années, et même aujourd'hui, on peut parler de crimes écologiques, puisque les ravages de cette guerre se font encore sentir. Donc, on a une population civile qui est directement victime de cette guerre, une population civile qui est évidemment aussi parfois soumise aux exactions du FNL, hein, il faut bien le dire, les Nord-Vietnamiens et les Sud-Vietnamiens ne sont pas des anges non plus, mais il n'y a aucun rapport entre la violence des Américains et la violence des Nord-Vietnamiens. On a une échelle qui va du simple au triple, bon, pour ne pas dire plus. Alors, donc cette guerre du Vietnam en 1967 est conséquente, elle n'a pas de solution, et en 1968, eh bien, les EFLN et les Nord-Vietnamiens décident d'attaquer les villes du Sud, et l'offensive, qui est une offensive extrêmement forte sur le plan militaire, va échouer. Elle est sanglante, elle va échouer, et cependant, c'est une victoire politique. Et c'est dans ce contexte-là que Henri Tomasi va concevoir, eh bien, lui qui est épris d'un monde de paix, eh bien, Chant pour le Vietnam. Et on a du mal à imaginer également ce qui se passe à Paris pendant cette période-là. Eh bien, tout simplement parce que Paris, comme la plupart des villes occidentales, Paris est une ville où il y a de très nombreux opposants à la guerre du Vietnam.
Ces opposants, eh bien, on les rencontre dans la jeunesse, on les rencontre dans les partis de gauche, on les rencontre chez les intellectuels aussi, et j'arrive plus à... Et les premiers comités lycéens se forment en 1966, et par hasard, près du domicile d'Henri Tomasi, eh bien, c'est au lycée Jacques Decour, a été élève son fils Claude, dans le 9e arrondissement, que se crée un premier comité, les Vietnam lycéens, en 1966. Et un comité Vietnam national formé d'intellectuels se crée en 1966 avec le mathématicien Laurent Schwartz, mais Pierre Vidal-Naquet, Jean-Paul Sartre, Vladimir Jankélévitch vont y participer. Et c'est dans cet environnement intellectuel environnement de lutte, qu'Henri Tomasi va composer dans un monde qui est effectivement le monde de 68, un monde en fureur, un monde où il se passe énormément de choses à tout propos, mais principalement un monde vertébré par la lutte contre la guerre du Vietnam. C'est dans ce monde-là que va naître Chant pour le Vietnam. Chant pour le Vietnam est bien né à partir d'une exposition de photos de Roger Pic, dont le nom ne dit plus grand-chose aujourd'hui. Roger Pic est un photoreporter communiste qui se rend à plusieurs reprises au Vietnam, qui interviewe Ho Chi Minh et qui, eh bien, va réaliser une exposition de photos qui va bénéficier d'une présentation de Jean-Paul Sartre. Ensuite, il publiera un livre au cœur du Vietnam aux éditions Maspero, en 1968, et Henri Tomasi va être directement sensibilisé à cette exposition, à ce livre, et il va s'inspirer de la préface, de la présentation plutôt de Sartre pour l'exposition. Et auparavant, il s'était intéressé à l'Asie, il avait composé quelques œuvres dont les chants laotiens, les danses cambodgiennes, une féerie laotienne, mais ce sont surtout des œuvres exotiques des années 30, et en 1950, l'intérêt pour l'Asie diminue fortement. Je signale ces œuvres parce que, effectivement, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Apparemment, Chant pour le Vietnam constitue une rupture avec ces œuvres exotiques. En fait, on va s'apercevoir que ce n'est pas si net que cela. Donc, voici le manuscrit. Il est dédié à la mémoire d'Ho Chi Minh, car l'œuvre est créée le 7 décembre 1969 et Ho Chi Minh meurt le 2 septembre 1969. C'est une œuvre donc qui semble faire une rupture avec l'exotisme, une œuvre qui est un poème symphonique construit d'après ce texte de Jean-Paul Sartre, mais un poème symphonique où il n'y a absolument pas de paroles et où il n'y a pas de chant. Chant pour le Vietnam est en fait une œuvre instrumentale qui est un poème donc intitulé Poème symphonique. Le texte de Sartre est extrêmement intéressant, il faut le lire. Ce petit peuple indomptable que la plus puissante nation du monde tente par les moyens les plus critiques, criminels de mettre à genoux, n'a ni peur, ni découragement, mais le plus souvent de la colère et toujours une résolution non pas farouche, mais raisonnée. Demeurer un être humain dans ces conditions inhumaines est déjà un défi plus redoutable encore que les armes modernes braquées vers un ciel sans cesse menaçant et dont l'efficacité profonde vient peut-être de ce qu'elles sont servies par des jeunes filles. Efficacité pour plus tard, lorsque sur ce pays depuis si longtemps ravagé par l'étranger, sur ces fleuves paisibles et ces jonques féeriques, le soir ne déclenchera plus la savante multitude des stratégies, mais simplement le cheminement du songe. Bien. Alors, l'orchestre est un orchestre extrêmement développé, où on peut remarquer quand même une chose, l'importance des percussions. L'importance des percussions et la présence de percussions asiatiques, notamment la cymbale chinoise, par exemple, et quelques instruments qui sont liés à l'Asie, comme
le gong ou le tam-tam. Bon, si possible, 7 gongs accordés, facultatifs, etc. On a aussi également un piano qui est ajouté à l'orchestre, et c'est un orchestre symphonique extrêmement développé. La structure de l'œuvre, eh bien, en fait, elle est composée de 3 parties. 3 parties qui sont très claires dans la partition. La première est un agitato qui représente un tiers de l'œuvre environ dans sa durée, qui 140 mesures. La deuxième, un lamentoso, qui dure beaucoup plus et qui est plus lent. Et la troisième, qui n'a pas d'indication de tempo, qui sert de conclusion, mais peut-être d'aboutissement. On a 3 parties qui sont vraiment clairement définies et qui racontent une histoire vague mais réelle. La trame narrative, car c'est une œuvre narrative, eh bien, commence par quelque chose qui est réel, c'est-à-dire un bombardement de l'aviation américaine. Et on a clairement, ce n'est pas une vue de l'esprit, on a clairement sur la partition des annotations de Tomasi. L'une qui fait un peu sourire aujourd'hui, attention, les pirates de l'air attaquent. Bon, parce que le mot a changé de sens naturellement, mais elle est indiquée dès la mesure 18, hein, et vous voyez violent sur cette partition. Donc, on a une première chose, mais ce n'est pas la seule. À la mesure 35, on a comme une rafale, et à la mesure 60, j'arrive pas, à mesure 124-125, on a fin de l'alerte manifeste sur la partition. Donc, c'est quelque chose vraiment d'évident. Tomasi a voulu représenter une scène de la guerre du Vietnam. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est-à-dire qu'il va, dans la deuxième partie, eh bien, créer une partie consacrée à la mort, à la douleur et à la lamentation. Les termes sont très clairs, con dolor, espressivo con dolor, et à la mesure 158, apparaît tout d'un coup un hymne funèbre qu'on appelle un tren, qui est un hymne donc en hommage à un ou plusieurs morts, qui apparaît donc avec un tempo de marche funèbre. La trame narrative se poursuit eh bien, dans la dernière partie, car la dernière partie est complètement différente des 2 premières. C'est une partie mélodique, elle est marquée par une mélodie pentatonique, hein, au violon solo, qui évoque clairement, on peut dire, par son pentatonisme et sa clarté en tout cas, un violon, l'Extrême-Orient et le Vietnam. On peut peut-être avoir une idée de la première partie des bombardements. Je vais essayer de la faire entendre. Le film de... Un instant. Car pour le personnage, vous avez... Excuse-moi Jean-Marie. Excuse-moi Jean-Marie. Jean-Marie, excuse-moi de t'interrompre. Je crois que tu as oublié de partager le son de l'écran au moment où tu as fait le partage d'écran. Ah oui, alors il faut que tu... Alors, il faut que tu quittes et que tu relances. Je quitte, c'est-à-dire je... Voilà. Tu quittes le partage d'écran. Oui. Et là, tu redéclenches le partage d'écran en cochant une case qui sait partager le son.
qui est une case à gauche. Partager le son. Parfait. Voilà. Et tu peux Donc, reprendre excuse-moi, maintenant. oui, j'ai oublié. Excuse-moi. Hein. Ça arrive. Non, non, mais tu as bien fait. Alors, il faut que j'ai un... Pour partager, veuillez installer l'appareil audio Zoom. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. OK. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Bon. Alors, bon, peu importe. On va faire avec. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose, vaguement. Non, mais réessaye peut-être, sauf si ça ne marche pas. Réessaye. Oui, je vais Tu as essayer. coché. Non. Et je vais directement en venir maintenant. Donc, je vais passer sur le train parce qu'on a absolument besoin d'avancer. Je vais venir directement à la paix de la fin de cette partie, à la troisième partie mélodique. Voilà, je crois qu'un petit instant. Tu pourras aussi remettre le diaporama en plein écran. Hein. Oui, d'accord, excuse-moi. Bon, je crois qu'on a l'essentiel, on voit l'évolution de cette œuvre et on a en fait une structure en arche inversée, une structure de l'œuvre qui part des bombardements, destruction, violence, passe par une deuxième partie que je n'ai pas fait entendre, à la mort, la cérémonie funèbre, le train, et ensuite se termine par le maintien de la vie, de l'âme du Vietnam dans cette partie extrêmement sereine qui est fondée sur un thème évidemment folklorique complètement inventé par Tomasi. Donc, elle est complètement inverse à une œuvre de Luigi Nono qui est en deux parties à l'époque, hein, Un volto el del mare et Non consigliamo Marx, hein, ne consommons pas Marx, hein, qui commence par quelque chose de très doux et qui finit par des manifestations. Là, c'est un peu l'inverse chez Tomasi. Les principes d'écriture sont assez, je vais passer rapidement dessus. Eh bien, d'abord, c'est une instabilité musicale, surtout dans la première partie, qui est permanente. Changement de mesure, changement de tempo, changement d'accent, intensité, effet de timbre, masse de l'orchestre, caractère rythmique. Mise en place d'ostinato mélodiques et rythmiques autour desquels apparaissent de brefs fragments mélodiques, hein, aux ponctuations rythmiques, aux percussions, avec parfois des mélodies plus douloureuses
avec des intermittences. Je me dépêche parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voici par exemple des exemples d'ostinato sur lesquels apparaissent des petits fragments de mélodie et de rythme, de sonorités. Une mélodie au corps qui est extrêmement douloureuse pendant donc cette figuration d'une attaque, sur des ostinatos toujours. On a une écriture qui relève, à mon sens, plus de la polytonalité que la tonalité, avec une harmonie qui est perpétuellement dissonante, et une œuvre qui est donc fondée sur une vigueur du tempo, une dynamique rythmique permanente, avec une très forte relation avec la symphonie du tiers-monde qui est composée à la même période, en 68, l'influence du Sacre du printemps de Stravinsky, l'influence de la marche au supplice de la symphonie fantastique dans la partie centrale, dans la marche funèbre. On pourrait détailler tout ceci et revenir. J'en viens maintenant aux conditions de la diffusion, de la création et de la réception. Eh bien, si on peut le dire de manière extrêmement schématique, on a d'un côté les conditions de création dans une œuvre politique qui relèvent cette dimension politique relève du sujet exprimé par le compositeur, des moyens musicaux employés, du traitement du matériau en rapport avec l'esthétique de son temps, naturellement. Mais la dimension politique ne repose pas simplement sur tout le matériau, sur le traitement du matériau. Elle repose aussi sur les conditions de diffusion, de réception, ce qu'en font les interprètes, les diffuseurs, les publics, les pouvoirs politiques aussi, qui peuvent modifier le sens originel de l'œuvre. Et on peut se demander aussi dans cette perspective-là, quels sont les destinataires de l'œuvre? Est-ce que ce sont les intellectuels solidaires de la lutte des Vietnamiens? Est-ce que ce sont les autorités de la République démocratique du Vietnam qui ont assisté, en personne de leurs représentants, à la création de l'œuvre et le chef de la délégation du Nord-Vietnam était venu voir Henri Tomasi, Claude Tomasi le rappelle dans son livre, le 24 mai 70. Est-ce que ça s'adresse aux lycéens et aux étudiants révoltés, aux militants? Est-ce que ça s'adresse au public habituel des mélomanes qui voient la guerre du Vietnam entrer dans la salle du concert? Eh bien, au public de la fête de l'humanité, eh bien, qui à l'époque n'organisait pas, il est vrai, des concerts lors de cette fête, eh bien, il n'y a pas de destinataire évident. Et c'est l'un des problèmes de cette œuvre-là, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte à cheval sur tous ces destinataires et elle n'en a pas, en fait, de privilégiés. Et ça va être l'une des raisons de sa mise entre parenthèses, parce qu'elle va être créée le 7 décembre 1969, elle va être reprise en 1972 à Marseille, en 2005 à l'Opéra de Nice, mais on a 2 enregistrements aussi, mais on a très très peu de représentations, d'exécutions, d'interprétations de cette œuvre-là. Et elle n'intéresse, à vrai dire, peu les interprètes qui ne la connaissent pas. En fait, eh bien, on peut se demander aussi s'il n'y a pas un autre problème derrière tout cela, c'est-à-dire qu'il y a une dimension cachée de Chant pour le Vietnam, une œuvre qui révèle en fait Henri Tomasi. D'abord, on va faire 3 remarques. D'après le texte du Sartre, eh bien, on a chez Sartre la mention d'un petit peuple indomptable, certes, mais chez Tomasi, on n'a pas comme titre Chant pour le peuple vietnamien, mais Chant pour le Vietnam, ce qui n'est pas la même chose. On a une vision beaucoup plus générale qui englobe le peuple vietnamien, bien sûr, mais qui, par le fait qu'elle est Chant pour le Vietnam, eh bien, n'est pas une œuvre qui s'inscrit dans une perspective militante. Et dans le texte de Jean-Paul Sartre, on a aussi demeuré un être humain. Et c'est peut-être cela qui, ajouté à la révolte contre la guerre, bien entendu, et contre les atrocités, a intéressé manifestement Henri Tomasi. Car, n'oublions pas, c'est un compositeur humaniste qui cherche à vivre dans une meilleure, qui promeut, eh bien, dans ses œuvres, eh bien, la volonté de croire dans la lumière, qui exprime Retour à Tipasa. On a aussi une 3e dimension, la présence de l'imaginaire et du rêve.
et avec la fin du texte de Jean-Paul Sartre. Et on peut se demander si on n'a pas, eh bien, dans cette œuvre-là, au-delà de la trame narrative, eh bien, un passage du temps de l'histoire, hein, des conflits, de la violence, du mort, à un espace qui est, lui, intemporel. Un espace qui est généré par cette mélodie pentatonique, qui est lié à un monde rural homogène, un monde rural populaire, traditionnel, un monde humain paisible, une musique donc complètement réinventée, hein, une musique réinventée, un univers du rêve, une humanité en quelque sorte réconciliée. Cet espace, ce passage du temps à l'espace, eh bien, c'est en fin de compte quelque chose qui génère une dimension existentielle chez Henri Tomasi. C'est-à-dire qu'on passe de la temporalité de l'histoire, bon, à cet espace intemporel, bien sûr, mais derrière le pentatonisme, il n'y a pas simplement l'Asie. Il y a aussi des procédés d'écriture qui sont très anciens chez Tomasi, qu'on trouve dans Don Juan de Manara, dans Miguel Manara, hein, et on a quelque chose qui relève du populaire, de la communauté humaine dans sa généralité, quelque chose en quelque sorte de basique qui dépasse simplement, qui dépasse totalement le cadre vietnamien. Et derrière... Je suis désolée, on va devoir conclure pour avoir le temps de poser quelques questions. Je vais conclure, là c'est ma dernière diapo. Désolée. Alors, on retrouve en fait le retour au passé exotique de Tomasi derrière tout cela. Et derrière cette œuvre-là, on a une réconciliation de Tomasi avec lui-même, avec son passé. On a quelque chose qui, en fin de compte, eh bien, traduit un retour à son œuvre des années 30, une espèce de réconciliation avec lui-même, une œuvre qui lui donne le sentiment d'une unité entre le Tomasi d'avant et le Tomasi, en quelque sorte, qu'il est aujourd'hui. Et on a donc trois dimensions signifiantes. L'œuvre politique, bien sûr, mais l'œuvre, bien sûr, est politique, mais ce n'est pas seulement une œuvre politique. C'est une œuvre humaniste et c'est aussi une œuvre où on trouve un parcours existentiel qui est vital pour Tomasi. Et c'est peut-être ces trois dimensions, ajoutées aux conditions sociologiques et à la particularité de l'œuvre, qui expliquent que cette œuvre, encore une fois, n'a pas trouvé son public, était encore une œuvre utopique. Merci. Merci beaucoup Jean-Marie Jaconneau pour cette communication très, très, très riche sur une œuvre que personnellement je connaissais très mal. Donc j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Alors le temps file très, très vite, malheureusement, parce qu'on a envie de poser beaucoup de questions aux trois intervenants de cet après-midi. On va devoir se réduire à une période de questions de 10 minutes maximum pour ne pas trop dépasser le cadre de cette journée. Alors, avant de donner la parole à tout le public pour les questions, à la fois donc à Déborah Livet, à Lionel Ponce, enfin entre parenthèses parce qu'il n'est pas là pour répondre, donc surtout à Déborah Livet et à Jean-Marie Jaconneau, je voulais juste signaler quelque chose que je trouve vraiment très important dans ce que vous venez de dire à propos de la signification politique des œuvres, pour avoir travaillé un petit peu sur le sujet pour la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en fait, effectivement, cette signification politique des œuvres, elle naît toujours en contexte. Et donc, la question de la réception est essentielle. Et cette ambiguïté que vous mettez en lumière me semble très intéressante pour justement comprendre que cette œuvre n'est pas si simple que ça, comme vous le décrivez très bien. Et aussi, juste une petite remarque, dans un tout autre genre, 1968, c'est aussi le moment où Jimi Hendrix à Woodstock va jouer l'hymne américain avec, évidemment, on est très loin esthétiquement, mais de la même façon que Tomasi, une imitation instrumentale des bruits de la guerre, ce qui est quand même aussi quelque chose de spécifique au second XXe siècle, me semble-t-il, puisque avant la Seconde Guerre, ce n'est pas spécifiquement des choses que les musiciens vont expérimenter, il me semble. Voilà, c'était juste deux petites remarques, mais
voudrais bien sûr ouvrir le débat et laisser la parole à celles et ceux qui le souhaitent. Alors, Claude Tomasi, il faut remettre votre micro, Claude. Vous m'entendez là maintenant? Oui. Oui. Très, très brièvement, je dois dire que je trouve remarquable d'avoir situé effectivement cette réconciliation comme tu l'as fait, Jean-Marie. Voilà. Et lier les deux pôles. Et c'est vrai que cette espèce d'absence d'intérêt finalement pour cette œuvre qui est méconnue tient peut-être, enfin totalement aux conditions que tu as expliquées, je dirais sociologiques, publiques, et peut-être à cette, entre guillemets, bâtardise entre le côté poétique, effectivement imaginaire, et une illustration purement descriptive de la guerre. Enfin, voilà. Je pense que c'est essentiel d'avoir mis en lumière cette double dimension. Merci. Je crois qu'il y avait une question de Christophe. Oui, merci. Cécile. Alors, c'est plus une remarque qu'une question et qui s'adresse peut-être à tout le monde, en fait, qui fait le lien entre les deux premières communications, celle de Déborah et celle qui a été écrite par Lionel. Deux petites citations intéressantes. Ce fameux solo de trompette là, qu'on retrouve dans Les Noces de cendre et qu'on retrouve également dans le Requiem, ça fait partie des auto-citations de la part d'Henri Tomasi, de la même façon que les premières mesures du Requiem sont également celles des fanfares liturgiques. On voit bien que ce sont chez Tomasi des thèmes de prédilection. C'est intéressant de voir combien souvent il les réutilise. Peut-être que si Frédéric est encore là, est-ce qu'on a une indication? Est-ce qu'il s'exprimait sur ces espèces de leitmotifs qui font un peu un dénominateur commun sur toutes ses œuvres et sur une grande partie de sa vie? Pourquoi ces thèmes-là? Est-ce que Claude, tu as des réponses là-dessus? Est-ce que alors, ça veut dire prendre une grande hauteur sur toute l'œuvre de Tomasi, mais je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher sur ces petites séquences musicales, thématiques. Pourquoi ce solo de trompette là, qui revient ligne pour ligne dans deux œuvres vraiment dans son intégralité? Voilà, c'est pas la première fois que je le remarque et ça m'intrigue. Et je ne sais pas si quelqu'un parmi vous ont des réponses. Peut-être que c'est pas propre à Tomasi, hein, mais c'est quelque chose qui m'interroge. Si Tomasi, c'est vrai, se cite souvent. Alors là, bon, c'est vrai qu'on retrouve ce thème dans le Requiem, pam, pam, etc. Mais c'est vrai aussi que souvent, il va utiliser à de nombreuses reprises des mélodies corses, par exemple tout à l'heure, dans le trio des trois flûtes qu'on a entendu, le trio pour flûte, on a par exemple un thème issu de Miguel Magnara, de Don Juan Magnara, etc., qui lui-même est une chanson corse dont il a pris quelques mesures. Alors c'est vrai que cette réminiscence, et je crois que c'est totalement entré en lui, et il va le prendre totalement. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait aussi sur le chant pour le Vietnam, la presse, pour le coup, a été très peu présente hein, le jour de la création de l'œuvre a été quand même assez boycottée. Par exemple, Le Monde, qui envoyait toujours son journaliste, n'a pas envoyé le journaliste principal, mais envoyé Anne Ray, à l'époque, qui était une toute jeune journaliste. Tout le monde avait un petit peu peur. Voilà, on est quand même en 69. Donc, d'un point de vue politique, la presse est restée très, très, très silencieuse sur la création de l'œuvre. Ça aussi, il faut le remarquer, il faut le dire, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Longchamp n'y est pas allé, c'est Anne Ray qui est allé. Y a-t-il une ou deux autres questions rapides? Oui, c'est une intervention, pas une question. Merci aux trois communications très, très, très intéressantes. Et moi, je voulais souligner un point. C'était justement par rapport aux autres citations. Il y a aussi Prokofiev qui est très connu par rapport à ça. Je pense que c'est une question de caractère et de personnalité de compositeur. Et en général, on trouve les mêmes thèmes
qui se répètent dans les mêmes situations musicales. Par exemple, dans l'Atlantide que j'ai présenté le matin, le ballet des djinns, c'est exactement la musique des tam-tams qu'avait composé dans les années 30. Et il va adapter ça sous forme d'un ballet et qui va adapter ça plus tard aussi pour un trio de xylophones et timbales. Donc, je pense que c'est une question très récurrente, peut-être aussi comme chez Stravinsky, une question de droit d'auteur aussi. Ça fait aussi des dérivés des œuvres. Mais je voulais dire aussi, non seulement des thèmes mélodiques, mais aussi, il y a aussi les traitements orchestraux. Et là, ce que j'ai entendu la première fois que je découvre cette œuvre, le chant pour le Vietnam, merci à Jean-Marie. Donc, à un moment donné où il y avait le premier extrait, c'est exactement le même accompagnement qu'on retrouve, bien sûr, c'est-à-dire les schémas d'arpège inversés en miroir, en polytonalité entre deux clarinettes ou entre deux hautbois avec des ponctuations de la harpe ou des harmoniques de la contrebasse. On retrouve ça exactement dans le premier mouvement du concerto pour guitare qui est composé 2 ans avant, donc en 1966. Et il faut dire aussi que ce concerto qui est dédié aux dernières heures du poète espagnol Federico García Lorca, c'est justement une composition qui devait, plutôt une adaptation de Tomasi à l'envie de faire justement mettre en scène Borda de Sangre, qui est comment dirais-je, la pièce théâtrale de Lorca, qui n'a pas obtenu malheureusement l'autorisation de la mettre en théâtre. Donc il va mettre ça, une théâtralisation des dernières heures de vie de Lorca, qui a été fusillé en 1936. Et donc le concerto va être composé pour 2 guitares, et puis après le décès de Ida Priesti va être adapté pour une seule guitare en 68, joué par Alexandre Lagoya. Donc on retrouve ces réminiscences et on retrouve ces éléments-là dans plusieurs compositions de la même époque. Merci beaucoup, Salim Dada. Merci à tout le monde. Je crois que malheureusement, on va devoir terminer cette séance de questions. Moi, j'aurais d'autres questions à poser à Déborah Livet, mais on pourra peut-être le faire demain au moment du débat, parce que je pense qu'on va pouvoir engager un débat demain après-midi. On aura un petit peu plus de temps. Je pense que là, au point où nous en sommes, c'est vraiment le moment de la conclusion musicale de la journée. Je vais peut-être laisser Christophe ou Jean-Pierre vous présenter ce petit moment musical de clôture de cette première journée, proposé donc par les musiciens étudiants du CRR de Paris. Oui, je veux bien en parler de 2 minutes. Effectivement, comme je le disais ce matin, ces capsules musicales sont le résultat d'une collaboration voilà, de la part du CRR. Il y a eu un travail sur plusieurs semaines et plusieurs mois d'ailleurs de la part des professeurs de chambre. Donc, je remercie particulièrement Pascal Proust et Philippe Ferraud qui nous ont vraiment accompagnés, qui vont vraiment contextualiser leur travail avec leurs grands élèves. On entendra un quintet, on entendra un trio. Je n'en dis pas plus, on retrouve la magie et l'art très ciselé de Tomasi qui s'exprime également dans cette musique de chambre. C'était l'occasion de faire comment dirais-je, un pendant à notre travail aujourd'hui, à nos réflexions qui concernaient davantage les ouvrages orchestraux et de théâtre lyrique. Voilà, on s'est dit que c'était aussi une façon de terminer ce colloque en douceur, peut-être du coup en diffusant ces capsules sur ce Zoom, ce qui nous permet de continuer à regarder ensemble dans la même direction, si j'ose dire, à tendre l'oreille au même moment, et puis ça sera la fin, et on se dit à demain matin pour la suite du colloque et effectivement la prolongation de ces échanges pour lesquels on est un peu frustré parce qu'on voudrait aller tellement plus loin par rapport à ce que ces portes qui ont été ouvertes là, notamment par les 3 communicants de cet après-midi. Et un grand merci à tous les communicants de cet après-midi, c'était effectivement très riche. Merci beaucoup.